Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans notre session aujourd'hui de webinar concernant l'arrêt La Tombe. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session. Aujourd'hui, on a un sujet qui a fait beaucoup parler de lui et en particulier parce que il y a un sujet français. C'est une décision donc de justice prise par la Cour de l'Union européenne, plus exactement le tribunal de l'Union européenne, sur les transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis, et déposée par un député français, Philippe Latombe. Donc c'est un sujet qui a beaucoup fait parler au sein de notre écosystème français de DPO. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de pouvoir tout simplement faire le point un peu sur cette décision. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce que finalement, comment on doit en réagir, on doit réagir là-dessus. L'idée, c'est évidemment de faire ça, de parcourir cette décision dans le cadre de l'heure qui arrive. On pourrait certainement y passer beaucoup plus de temps. Donc, on va essayer d'aller à l'essentiel pour cela. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Jérôme de Merset, un des fondateurs de Dastra, et en particulier, je travaillais à la CNIL et je connais plutôt bien le sujet. En tout cas, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup au sujet de la protection des données. Je suis juriste de formation et je suis accompagné de Leïla Seissa, qui nous rejoint aussi aujourd'hui et qui va pouvoir nous aider à décortiquer aussi en profondeur cette décision. Leïla, peut-être si tu veux, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Leïla. J'ai rejoint Dastra en mars et je suis très contente d'être là. Je suis juriste et Legal Content Manager chez Dastra. Et voilà. Voilà. Et donc, pour ceux qui suivent un peu l'actualité d'Astra, Leïla, on- on a aussi une charge de produire de l'actualité d'expertise, hein, puisque il y a un vrai sujet d'expertise aussi dans la protection des données, et de suivre aussi ces éléments-là. Alors, Leïla, est-ce que tu peux passer la diapositive? Voilà. Oui, Alors, pour pardon, ceux qui... Oui. j'autorisais les retardataires. Voilà, pas de souci. Alors pour ceux qui nous connaissent pas d'Astra, ben, nous sommes donc un éditeur SaaS dans la gouvernance des données personnelles essentiellement, donc un outil pour les DPO que nous avons créé il y a maintenant 5 ans, hein, à l'occasion d'ailleurs du deuxième arrêt Schrems, nous avons donc voulu cette solution efficace, opérationnelle pour finalement rendre ces règles de protection des données quelque chose de très concret pour les organisations qui vont devoir les respecter. Et c'est notre objectif de tous les jours, d'essayer de faire l'outil le plus adapté à nos clients, au contexte auquel ils doivent faire face, et y compris, bah, par exemple, sur ces questions de transfert aujourd'hui sur lesquelles on va s'arrêter. Voilà, alors pour ceux qui veulent en discuter, évidemment, on sera ravis d'aller plus loin par la suite. Mais on va tout de suite passer à notre petit programme de ces prochaines minutes. Euh, on va essayer de parler déjà du contexte de lequel cette décision de la Cour se présente. En particulier, on va essayer ensuite de rentrer un peu plus dans le détail de comment est-ce que la décision finalement a été prise et puis qu'est-ce qu'elle nous explique, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut en tirer et que faire très concrètement, nous, en tant qu'organisation qui traitons des données qui potentiellement sont confrontées à ces questions de transfert vers les US. Voilà, à peu près, hein, vous voyez quelque chose d'assez classique pour les étudiants en droit qui se souviennent de leurs dernières études. Ben, un petit commentaire d'arrêt, tout simplement. On va étudier les faits, puis la portée de la décision, tout simplement. Alors, si on prend un historique express un peu de ces questions de transfert, hein, le sujet principal de notre arrêt aujourd'hui, c'est donc le Data Protection Framework, on va le voir, mais rappelons peut-être rapidement d'où et de vient ce sujet. Et pour cela, il faut comprendre l'historique. Souvenez-vous que il y avait donc depuis 2000, l'année 2000, un premier cadre
donc transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis pour faciliter les transferts de données à caractère personnel, donc dans le respect de la directive 95 CE notamment, 46 CE, et c'était le Safe Harbor. Tout le monde sait que ce Safe Harbor, il a fait l'objet donc du premier arrêt Schrems, donc en 2015, qui a tout simplement conduit à l'invalidation par la Cour de justice de l'Union, et ici la Cour en chambre, grande chambre, donc la Cour de justice, directement en 2015. Ce qui a amené une certaine instabilité en réalité à la suite de ça, et puis qui a conduit au Privacy Shield un an après, donc rebelote pour le mécanisme de transfert. Ce même mécanisme qui a eu une durée de vie un peu plus courte, puisque 5 années après l'invalidation du Safe Harbor, le Privacy Shield a fait l'objet aussi d'un recours par donc le même Schrems, et donc dans une affaire qui mêlait notamment Meta, hein, Facebook, pour toujours, et qui a été invalidée une seconde fois lors de l'arrêt Schrems 2, qui a été aussi très prescriptif, cet arrêt Schrems 2, puisqu'il a donné aussi il a permis aussi de porter beaucoup plus de process, on va dire, par la Cour sur comment mettre en place des transferts dans le cadre notamment des clauses contractuelles type. Ce n'est pas l'objet de notre point aujourd'hui. On va parler de la suite de ça, hein, de ce Privacy Shield, et qui a été invalidé. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2020, invalidation de Privacy Shield. Un peu plus de temps a été pris par la Commission et surtout par le gouvernement des États-Unis pour apporter des modifications législatives dans leur droit national, en tout cas fédéral, pour apporter des garanties qui permettront de prendre une nouvelle décision par la Commission européenne, donc en 2022, en 2023, pardon, parce que là, en 2022, pardon, parce que là, le DPF, donc le nouveau nom du Privacy Shield, hein, qui est le Data Protection Framework, qui va pouvoir permettre d'assurer à nouveau les transferts selon le même mécanisme qu'avec les précédents, sauf que les garanties apportées dans la décision sont un peu plus fortes. Voilà. L'objectif derrière donc, de cette nouvelle décision est de remettre en question cette nouvelle décision. Alors, est-ce qu'on a des petits soucis, si on fait un petit aparté de présentation? Est-ce que tout le monde voit bien la présentation qui est présentée à votre écran? Ou est-ce que... oui, c'est bon. Donc, ici, il doit y avoir peut-être un problème. Oula, attention, Leïla, remonte peut-être ton... Voilà. Peut-être relancer la présentation. Je relance parce qu'on a eu Voilà. des messages Voilà. qui Super. les gens ne voyaient pas la présentation. Donc, Ouais. est-ce que là, c'est Donc, bon pour tout le monde? moi, voilà, si c'est Je bon, crois. n'hésitez pas peut-être à redémarrer Teams. Merci à tous. Donc, nouvelle décision du DPF, Data Privacy Framework, qui est fondée, on va le voir, sur aussi une modification législative, alors par les États-Unis, notamment par ce qu'on appelle un décret présidentiel, le Executive Order, que tout le monde a entendu parler, hein, c'est le 14086, qui a été aussi amené aussi avec une autre décision qu'on oublie aussi de temps en temps, qui est une décision qui a été prise aussi sur un fondement législatif cette fois-ci, qui permet d'organiser aussi les questions de recours par les personnes donc, devant une cour spéciale sur la protection des données. On va rentrer un peu plus dans le détail après. Il y a eu plusieurs arguments qui ont permis à la Commission hein, donc, de prendre cette nouvelle décision d'adéquation. N'oublions pas que cette décision d'adéquation avec les États-Unis permet, au regard de l'article 45 du RGPD, de faire des transferts. C'est une décision qui est assumée par la Commission européenne qui va reconnaître le caractère substantiellement équivalent du droit américain par rapport aux règles de protection des données prévues par le RGPD et notamment la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle-même, Charte des droits fondamentaux,
qui suit le raisonnement des droits fondamentaux de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Convention européenne des droits de l'homme, bien évidemment. Tout ça est intrinsèquement lié. Une fois qu'on a eu cette décision donc, qui a été portée en juillet 2023, s'est posé la question de tout de suite de sa remise en question par un certain nombre de personnes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a certaines justifications qui permettent de soulever des questions sur la réelle équivalence des droits, et en tout cas le vrai respect des droits et par le droit américain, des droits européens par le droit américain. C'est dans ce sens qu'en septembre 2023, donc le député Philippe Latombe, donc pour rappel qui est un député français, un député de la Vendée, notamment en Loire, donc en Loire-Atlantique, c'est en Vendée, dans la région des Pays de la Loire, et qui donc est plutôt assez connu sur ces questions du droit du numérique, également de la souveraineté, et qui, pour rappel, est aussi un des membres de la CNIL, donc dans le collège de la CNIL en tant que député, et qui a déposé donc en septembre 2023 un recours devant le tribunal de l'Union européenne pour demander l'annulation tout simplement de la décision d'adéquation. Ce recours, il l'a déposé sur le fondement du droit de l'Union européenne, donc des traités sur le fonctionnement du traité de l'Union européenne, l'article 263, qui permet à tout citoyen, dans un certain nombre de conditions, de demander l'annulation d'une décision d'une institution de l'Union européenne, en l'espèce la Commission, qui, dans lequel il est complètement partie prenante et qui a un impact sur lui. Voilà. Dans ce cas-là, il a permis de pouvoir déposer ce recours en annulation devant la Cour. Ce recours, il a été porté devant la Cour, et vous savez, la Cour, elle est composée de la Cour de justice et le tribunal de l'Union européenne, et c'est le tribunal de l'Union européenne qui a rendu aujourd'hui cette décision. C'est tout simplement la procédure. Hein. Un peu comme si c'était un peu la première instance devant la Cour de justice de l'Union européenne de ce point de vue-là. Alors, maintenant, si on rappelle rapidement le DPF, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on parle du DPF, mais en fait, la décision d'adéquation remise par la Commission européenne, elle s'inscrit dans le cadre d'un bouclier de protection des données, hein, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle, et donc de ce cadre de protection des données qui s'appelle le DPF. Le DPF, c'est un fonctionnement américain. C'est un fonctionnement américain qui va permettre donc de certifier, de faire de l'autocertification pour les entreprises américaines, selon ce cadre, et les entreprises qui se certifient dans ce cadre-là, donc ils vont respecter comme une certification, je m'engage à respecter les éléments, les exigences de cette certification, eh bien, la décision de la Commission européenne indique que les entreprises qui sont certifiées là, eh bien, elles rentrent dans le cadre d'une adéquation avec le droit européen, et donc on peut transférer des données vers ces sociétés-là de manière libre, enfin en tout cas sous la protection donc, de l'article 45 du RGPD. Cette certification, qu'est-ce que c'est, hein? C'est tout simplement un engagement de la part des entreprises qui est pris de manière publique aussi. Hein. La liste est évidemment publique et qui est renouvelée donc annuellement sur cette liste-là. Cette liste, elle est tenue par le département du commerce. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la même chose, que c'est le même type d'engagement qui était pris pour le Privacy Shield. Si on se souvient, le Privacy Shield, il y avait également ce système d'auto-certification. Alors finalement, qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle décision qui a été prise? Pourquoi est-ce qu'on a pris une nouvelle décision? C'est pas tellement le cadre donc de certification, puisque c'est la même chose pratiquement, si ce n'est qu'il a d'ailleurs été un peu plus ouvert. C'est plutôt le droit national derrière, et notamment les voies de recours, en gros, en particulier.
C'est ça qui a permis notamment de prendre cette nouvelle décision. Alors, qu'est-ce que nous apportait dans ce recours le député Philippe Latombe, donc dans ce recours en annulation de cette décision de la commission qui a été prise à ce moment-là, en, en 2023, en juillet 2023, eh bien, sur plusieurs fondements qui seront repris, on va le voir, par la décision, eh bien, le député évoquait que cela ne respectait pas le droit européen, en l'espèce le RGPD, en particulier, on va le voir sur l'équivalence substantielle du droit américain par rapport au droit européen, et quelques autres éléments de procédure. Premièrement, des engagements qui ne sont pas législatifs, c'est-à-dire qui ne sont pas pris par le législateur américain, notamment sur le fait que les modifications du droit américain reposent sur des executive orders, donc qui ne sont pas des lois votées par le Congrès, mais qui sont des décisions tout simplement prises par le président des États-Unis d'Amérique. On voit bien que, au regard de l'évolution du gouvernement et du changement tous les 4 ans d'un président américain, eh bien, au gré de la politique qu'il peut mener, évidemment, c'est beaucoup plus simple de retirer et de reprendre une nouvelle décision là-dessus. Donc, premier sujet sur lequel donc, le député Philippe Latombe s'est arrêté. Deuxième sujet, eh bien, il y a un système donc de garantie pour que de l'indépendance, pour la voie de recours, il y a tout un mécanisme donc, de recours qui a été mis en place, et ce mécanisme doit être assuré comme indépendant au regard des règles de droit européen, selon la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle-même reprenant les règles vous savez, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'indépendance d'un tribunal. Il y a un organisme qui s'appelle le Privacy and Civil Liberty Oversight Board, donc aux États-Unis, qui assure cette indépendance. Et voilà. L'objectif ici soulevé, enfin l'objet soulevé par le député Latombe était que cet organisme d'indépendance, eh bien, s'est vu malmené par l'administration Trump en l'espèce, et a vu son fonctionnement arrêté parce que l'exécutif a un pouvoir de décision sur la désignation de ses membres, et notamment dans les faits de stopper le fonctionnement au regard donc d'un quorum nécessaire. Bon, on va voir un peu plus en détail. Ensuite, des voies de recours qui considéraient comme inaccessibles au regard d'un manque de transparence, de mécanismes de plainte pour les citoyens européens difficilement accessibles, et puis d'une procédure qui est effectivement une procédure indirecte dans le cadre de voies de recours sur les accès, notamment par les autorités américaines aux données de sociétés qui y sont soumises. Ici, c'est, pour rappel, on parle évidemment donc, de données qui sont accessibles par les services de renseignement américains. Effectivement, ici, il y a une procédure indirecte qui a été mise en place, notamment par le droit américain, avec c'est de première instance et une voie de recours, le Data Protection Review Court, qui va pouvoir décider du sort de la bonne exécution du droit par les services de renseignement américains. Et enfin, je reviens peut-être ouais. un peu en arrière, Jérôme, justement pour ce mécanisme de recours qui était un peu expliqué dans l'historique, donc avec l'Executive Order, pour mieux comprendre c'est quoi le Privacy and Civil Liberties Oversight Board.
Et le nouveau mécanisme de recours, en fait, qui a été instauré, c'est qu'il y a d'abord une première plainte que peuvent faire les citoyens européens devant la Civil Liberties and Privacy Office, donc qui est compétent en première instance. Et ensuite, s'il s'agit de contester, donc il y aura une instance de recours qui est donc la Data Protection Review Court, la DPRC, qu'on on verra un peu plus tard aussi, qui est créée en fait pour examiner ces dossiers-là. Donc ça, c'est une sorte de double recours. Et en parallèle, il y a le Privacy and Civil Liberties Oversight Board, donc qui est membre de l'organe exécutif et qui est chargé justement de contrôler ce que font ces deux instances-là, donc le CLPO et la DPRC. Juste pour mieux comprendre les explications Mm. que tu donnais, Jérôme. Ouais, merci. Voilà. Voilà. Et donc, quatrième élément important qui était soulevé par donc le député Latombe, la surveillance de masse, hein, donc en vrac, comme dit dans la décision, eh bien, et ça est toujours permise, quand bien même il y a un mécanisme donc de recours. La surveillance est toujours permise, donc ce serait contraire à l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux. Alors, cette décision, elle a été rendue le 3 septembre dernier, donc il y a maintenant un peu plus de 20 jours, par le tribunal de l'Union. Elle amène le rejet donc de la requête du député, donc du recours en annulation. Donc, ça signifie que cette décision d'adéquation prise par la Commission, elle est implicitement validée par la Cour, par la première instance de la Cour. Il y avait effectivement quelque chose d'intéressant dans cette décision, c'est-à-dire que vous aviez d'un côté Philippe Latombe, et puis vous aviez de l'autre côté la Commission européenne, bien sûr, mais aussi deux parties prenantes qui se sont greffées, entre guillemets, à la défense, donc les États-Unis, qui avaient un intérêt évidemment à se positionner, et aussi l'Irlande. On peut se demander évidemment, l'intérêt est évident, hein, puisque l'Irlande accueille de nombreuses sociétés de droit américain. Et enfin, donc, trois éléments clés qui vont être ponctués dans cette décision. Déjà, c'est une déclaration ferme du tribunal, c'est-à-dire qu'elle est sans ambiguïté. Il y a également des points donc, du DPF qui ont été évalués dans cette décision. C'est une décision qui fait une trentaine de pages, hein. Donc, elle préfigure quand même un suivi de cette décision dans le temps. C'est aussi des éléments importants à rappeler. J'ajouterais aussi que, un peu ironie du sort, on a une décision qui est rendue 5 ans après la deuxième décision, Schrems 2, et qui était elle-même rendue 5 ans après la première décision Schrems. Donc 15 ans après la première invalidation, on a une décision ici, mais qui n'est pas dans le même sens que les deux premières. Donc on n'a pas la règle du jamais 203. Alors, on va voir que c'est peut-être pas finalement une fatalité, mais en tout cas, c'est assez rigolo de pouvoir le soutenir ça. Si on prend la suite. Alors, qu'est-ce que va nous dire le tribunal? Je laisse ici Leïla peut-être la parole pour nous expliquer un peu plus en détail ces éléments. Oui, donc pour reprendre les principaux arguments, ou en tout cas le raisonnement du tribunal, qui va répondre évidemment en fait ce tableau qu'on a vu, donc les recours, les arguments pardon, de Latombe. Tout d'abord, c'était plutôt une approche intéressante, si on peut dire ça, d'écarter en fait la question de recevabilité au profit du fonds. Donc le tribunal n'a pas cherché à étudier en fait la question du standing, donc la question de recevabilité en fait de l'affaire ou l'absence d'intérêt ou de qualité à agir de Latombe. Parce qu'elle se base sur un souci de bonne administration de la justice qui aurait justifié en fait le fait de statuer sur le fond sans statuer préalablement sur la recevabilité. Et ce, en se basant bien sûr sur la jurisprudence de la CJUE. Donc, bien que Philippe Latombe n'avait pas qualité pour agir ou n'aurait pas rempli en fait les critères d'intérêt ou de préoccupation individuelle qui sont nécessaires pour introduire ce recours,
le tribunal va quand même trancher directement sur le fond de l'affaire. Pardon, Ça- Jérôme, tu... Ouais, pardon, oui, non, mais c'est vrai que c'est Oui, intéressant parce que on voit bien que ici, le tribunal ne se défausse pas. La Cour ne veut pas dire, bah, en fait, non, on va éviter le sujet parce que j'ai pas de position à prendre. Au exactement. contraire, il met les mains dans le cambouis et il apporte une Mhm. réponse ferme. C'est en ce sens-là qu'on dit ça. Et puis, c'est rassurant. Enfin, on va voir après les conséquences. Ensuite, sur l'argument donc, de la non-indépendance ou le manque d'impartialité des juges, donc de la Data Protection Review Court que nous venons de voir, euh, en fait, la tombe donc disait que il manquait ce tribunal-là, cette cour-là, les juges manquaient d'impartialité vis-à-vis de l'objet et d'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif américain. Mais ici, le tribunal juge en fait que les garanties sont suffisantes pour dire que cette cour est bien indépendante et sur plusieurs arguments en fait. Tout d'abord sur l'aspect qui est externe, donc c'est toute une autonomie qui vaut donc une absence de subordination par rapport au pouvoir exécutif. Et un deuxième argument d'ordre interne, donc c'est l'impartialité, donc qui est en fait l'égale distance par rapport aux partis et à leurs intérêts respectifs. Donc comment le tribunal peut juger ça? Il va s'attarder sur les règles de composition, de nomination, de création en fait de cette institution elle-même. Euh, et donc sur l'impartialité interne, les juges, pourquoi est-ce que l'impartialité est là? En fait, parce que les juges sont nommés par le procureur général après consultation du Privacy and Civil Liberties Oversight Board que nous venons de voir encore. Et justement, le fait que ce Privacy Civil Liberties Board soit là, en fait, pour euh, contrôler chaque année si la Data Protection Review Court est en train de gérer les affaires d'une manière correcte, qui suit en fait la loi dans les délais impartis, et le fait que les juges soient nommés par le procureur général après consultation de ce Privacy Board fait que cette nomination-là correspond en fait aux critères d'impartialité interne, en tout cas en suivant la jurisprudence américaine. Que la nomination de ces juges-là, en fait, se fait en respectant un certain nombre de critères qui sont les mêmes, en fait, que les critères que le gouvernement américain suit pour nommer les juges de la magistrature fédérale. Donc, qu'ils soient praticiens du droit, qu'ils aient une expérience antérieure. Donc, les critères de cette nomination même qui ont été revus, en fait, dans le Executive Order 14086 euh, font que ça respecte maintenant les critères d'indépendance et d'impartialité voulus. Sachant aussi qu'ils ne peuvent être révoqués que par le procureur général pour motif valable. C'est comme ça que l'Executive Order a remédié aux carences de Schrems 2, puisqu'il limite les hypothèses en fait dans lesquelles le procureur général peut révoquer les juges, alors qu'avant ces hypothèses-là n'étaient pas limitées. Euh, Et c'est vrai que c'était un des voilà. points, si je peux juste interrompre, Oui, bien. c'était un Oui. des points, il faut toujours aussi voir ce que chacune des réponses qui a été apportée par le Executive Order 14086, et donc le mécanisme en place, a aussi pour objectif de répondre aux exigences de la Cour dans l'arrêt Schrems 2. Hein, donc non seulement l'équivalence, mais aussi les points qui avaient été soulevés par la Cour pour invalider le Privacy Shield, la précédente décision, eh bien, ont été réévalués dans la décision de la commission. Et donc, effectivement, c'est aussi à la lumière de Schrems 2 que le tribunal donc, va aussi rendre sa décision en évaluant effectivement finalement la décision de la commission. Mm. Et donc sur l'autonomie externe, qui est donc l'absence d'influence politique, le tribunal juge que
il n'y a donc pas d'influence politique sur la décision de la DPRC parce qu'elle se base pas uniquement sur le dossier qui sera fourni par le Civil Rights Board, mais aussi sur les informations du plaignant lui-même et de l'avocat spécial, et qu'elle devrait appliquer la jurisprudence de la Supreme Court. Donc, pour ces éléments-là, le tribunal tranche sur cette question-là et dit que voilà, les critères d'indépendance et d'impartialité sont là. Et un dernier argument qui était aussi intéressant, donc la tombe en fait soutenait le fait que la nature formelle du texte qui établit donc ce tribunal, donc on parlait d'un executive order qui n'est donc pas une loi qui a été adoptée par le Congrès des États-Unis, mais c'est un acte de l'exécutif. Et donc il disait que comme c'est pas une loi adoptée par le Congrès, elle ne saurait suffire pour assurer cette indépendance et cette impartialité. Alors que le tribunal ici, donc dans la décision, dans l'arrêt Latombe, précise très clairement que la nature formelle du texte juridique qui va établir ce tribunal-là n'a pas d'impact sur l'analyse de cette indépendance et de cette impartialité, parce qu'on ne cherche pas en fait à se limiter à cette nature formelle, mais plutôt à apprécier le contenu du texte et vérifier qu'il prévoit des garanties suffisantes pour assurer cette indépendance et l'impartialité. Donc, il écarte, pareil, cet argument-là euh, pour trancher en la faveur de l'indépendance et l'impartialité. Ensuite, sur la question de la collecte en vrac, donc pour définir un peu ce que c'est la collecte en vrac, en fait, ça va être l'interception en masse des données personnelles qui, en fait, à des fins de protection, de sécurité nationale, voilà, pardon, au titre du Foreign Intelligence Surveillance Act, donc le FISA. Et en fait, plus particulièrement, on parle de collecte en vrac parce que ce acte va prévoir que lorsque les agences les agences de surveillance et de renseignement, lorsque les informations qu'elles cherchent à avoir, en fait, elles n'arrivent pas à se les procurer. Il y a une sorte d'exception en fait qui fait que lorsque ces informations-là ne sont pas obtenues par collecte ciblée, les agences peuvent effectuer une collecte en vrac. Donc, ils peuvent effectuer une sorte de collecte de données en masse sans utiliser en fait d'identifiants ou de critères de sélection spécifiques. Donc, c'est une sorte d'autorisation, de pouvoir qui est donné donc à ces agences-là à effectuer cette collecte en vrac. Et donc là, l'argument donc de la tombe était celui de dire que la commission en prenant bien sûr la décision d'adéquation, aurait violé la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en considérant que le niveau de protection était adéquat ou en tout cas substantiellement équivalent à celui de l'Union européenne, parce que il existe donc elle aurait manqué, elle est violée à la charte, vu qu'il existe cette exception de collecte en vrac que les agences de renseignement peuvent effectuer, et que précisément l'executive order n'établirait pas d'obligation en fait pour ces agences d'obtenir en amont de la collecte l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire ou administrative. Donc, le manque d'obligation pour ces agences-là de chercher ou d'obtenir une autorisation préalable ferait que le niveau de protection ne serait pas adéquat sur ce point-là. Mais ici, donc, le tribunal, dans l'arrêt Latombe, va rejeter cet argument en disant clairement que l'arrêt Schrems 2, qui avait déjà donc évoqué cette question-là, ne suggère pas que la collecte en vrac doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation, mais Préalable. plutôt... Ouais.
Mm. qu'elle devrait en fait faire l'objet d'un contrôle judiciaire a posteriori. Donc, qu'il n'y avait pas cet argument ou cette condition d'obtention préalable d'une autorisation, mais plutôt de faire en sorte en fait que cette décision-là va faire l'objet d'un contrôle a posteriori. Et en l'espèce, et c'est pour ça que la décision d'adéquation que le tribunal dit qu'en fait qu'il n'y a pas de violation de cette charte, c'est parce que l'executive order a revu ce point-là et le règlement Attorney General, pareil, dont on parlait avant, a également assujetti en fait les activités de renseignement à la surveillance a posteriori de la Data Protection Review Court. Donc, on considère que le contrôle judiciaire a posteriori est effectivement mis en place. Euh, Tu disais, Jérôme, tu voulais dire quelque Oui, chose? non, c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire qu'on est passé, le fait que le mécanisme de recours via notamment une cour, quand bien même qui n'est pas une cour du judiciaire, du système judiciaire américain, la DPRC, donc la Data Protection Review Court, eh ben, finalement fait en sorte que ce mécanisme est valide au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Hein, donc de l'arrêt Big Brother Watch, donc notamment qui Oui. peut justifier le fait qu'on ait une collecte en vrac si des Mhm. garde-fous sont mis en place dans ce cadre-là. Et c'est vraiment précisément là-dessus finalement aussi que Oui, c'était un point important. Voilà. Et puis en l'espèce, alors des éléments qui étaient aussi soulevés euh, par, euh, par le député, c'était aussi bah, finalement le caractère indépendant hein, de cette DPRC, donc de cette cour. Et c'est là-dessus que, effectivement, on l'a vu, hein, le tribunal aussi a considéré que il n'était pas remis en question au regard de la cour, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait œuvre de standard, enfin de référentiel, on va dire, sur cette question de l'indépendance d'un tribunal, en tout cas en droit européen. Mm. Et justement, sur ces garde-fous, donc après l'arrêt Big Brother Watch, le tribunal précise que le droit des États-Unis, en fait, prévoit des règles qui vont encadrer de manière suffisamment claire et précise la mise en œuvre en fait de cette collecte en vrac, et notamment, par exemple, que le fait qu'elle ne peut avoir lieu que sur base de loi ou d'autorisation présidentielle et uniquement pour six objectifs comme le terrorisme, l'espionnage. Bon, après, si les États-Unis ont une interprétation plus large c'est une autre question, mais en tout cas, dans les conditions qui encadrent cette collecte, et on ajoute à ça le fait que les personnes concernées par le transfert ont le droit à un recours donc devant la Data Protection Review Court, le tribunal estime donc que les garde-fous suffisent et qu'il ne faut pas d'autorisation préalable. Euh, donc rejette cet argument-là de violation de la charte. Euh, Ensuite, sur la question de l'équivalence essentielle, en fait, le tribunal aussi précise que il faut pas chercher une identité des protections entre le cadre des États-Unis et le cadre de l'Union européenne, mais d'une protection qui va être équivalente dans son essence. Donc, les dispositions des deux cadres ne doivent pas être identiques, mais qu'elles soient seulement substantiellement équivalentes. Et donc, ici, chaque État aurait sa propre approche. Donc l'Union européenne doit laisser une sorte de marge d'appréciation tant que on ne s'éloigne pas beaucoup, donc tant que l'équivalence reste substantiellement équivalente. Et cette logique est cohérente donc avec les précédentes décisions d'adéquation que la Commission a pu faire, donc que ce soit celle du Japon, celle de la Corée, etc. Ce raisonnement a toujours eu lieu. Euh, et donc le tribunal va conclure ici que même si les pratiques américaines sont différentes effectivement des pratiques européennes, l'accumulation de ces différentes garanties que nous venons de voir permet de reconnaître l'équivalence. Ça, c'est très Et important parce que effectivement le droit est forcément différent ouais. d'un État à l'autre et on le voit bien. Il y a des questions qui sont évidemment de manière aussi d'appréciation différente. On le prend bah, Mhm. le Japon, le droit coréen ou le droit japonais. On n'en parle pas beaucoup.
mais vous avez aussi des questions de sécurité nationale, vous avez aussi des questions qui sont soulevées, des questions de pratique jurisprudentielle par le droit local, qui n'empêche qu'on peut retrouver des éléments fondamentaux derrière. Alors, on ne va pas rentrer dans cet autre sujet, mais en tout cas, Ouais, ça a été aussi ouais. beaucoup documenté pour ça. Et d'ailleurs, souvent, on croit parfois enfin, on dit, enfin, c'est vrai, que la Schrems 2 nous demande donc, en tant qu'organisme, de faire cette évaluation d'un pays, donc quand on utilise Oui. des clauses contractuelles type, ce qui est un peu vrai, mais en réalité, ouais, on voit que c'est un sujet quand même beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé. Et donc le travail de la Mm. commission, c'est aussi d'expliquer dans sa décision, justement, bah, ce degré de nuance et comment est-ce qu'elle va l'interpréter au regard aussi de la jurisprudence européenne, hein, qui est aussi fournie là-dessus. Et ensuite, pour les derniers euh, raisonnements, enfin, points de raisonnement, en fait, contrairement à Schrems 2, ici, il ne s'agissait pas d'un contrôle incident, mais d'une demande directe d'annulation de la décision d'adéquation. Et donc, le tribunal va choisir ici de se limiter à l'examen au moment de l'adoption de la décision, donc en juillet 2023. Et continue en fait à rappeler que la commission va réévaluer régulièrement le Data Protection Framework et pourra agir en fait si de nouveaux éléments vont apparaître. Euh, mais pour l'instant, donc le tribunal juge que ce cadre-là, donc le DPF, reste juridiquement valide tant que la décision d'adéquation n'a pas été elle-même ni suspendue ni annulée par la commission, elle continue donc de produire ses effets. Et la commission, donc dans un objectif de monitoring continu, comme je viens de dire, sera donc tenue de suivre de manière permanente l'application de ce cadre. Euh, et donc, si les éléments essentiels qui ont justifié cette décision, par exemple, on peut penser à un démantèlement donc, du mécanisme de supervision, donc du Privacy Civil Liberties Board, disons, si ce cas-là se présente, c'est un élément essentiel, en fait, qui a justifié la décision d'adéquation. Et si ce démantèlement se produit, la CGE sera contrainte, en fait, de revoir sa position et pourra soit suspendre, soit modifier, soit abroger, donc annuler la décision elle-même. Euh, Hmm. donc, voilà, c'est Elle- un argument en fait, qui était présent un peu partout dans la décision, donc dans les 30 pages. Le tribunal continuait à mettre, en fait, préciser cet élément important euh, qui, euh, qui, en fait, pourra faire en sorte de s'attendre peut-être à un changement, en fait, qu'on pourra peut-être voir et dans en les fait, prochains mois, prochaines années. Donc, oui, oui, c'est-à-dire qu'on a aussi un sujet procédural, hein, sur le voilà. fait que le Et ça tribunal, en ramène. fait, il peut pas, quand on va voir évaluer une décision, enfin le recours en annulation d'une décision qui a été prise, il va forcément se fonder sur les éléments qui ont poussé à la décision, mais pas ensuite comment cette décision, les effets qu'elle va produire derrière. C'est Là, ça. donc, et comment en tout cas derrière elle peut être remise en question, ça c'est elle le redit explicitement, hein, c'est aussi le pouvoir d'appréciation de la commission de revenir aussi sur sa décision. Sur Ça, sa décision. elle invite un peu la commission aussi à faire un monitoring un peu plus avancé. Ouais. Et donc, ça ramène un peu naturellement à la question de la suite, en fait, et d'envisager peut-être une voie d'appel qui sera possible donc devant la CGE. Euh, et donc, cet appel peut prendre 1 à 18 mois, 1 an à 18 mois. Donc, c'est quand même, ça peut se faire, mais ça va pas être tranché tout de suite. Sachant que, comme on avait déjà précisé que la CGE est composée de deux juridictions, donc le tribunal qui est en premier degré et la Cour de justice qui va trancher les questions de l'interprétation du droit de l'Union européenne et qui est en fait l'ultime arbitre de ce droit. Euh, il ne faut pas oublier ici qu'on était devant le tribunal de l'Union européenne et que
si on va donc devant la Cour de justice elle-même, la dimension en fait de cette affaire-là peut prendre de proportions plus grandes, plus importantes, comme Schrems 2 peut bien l'illustrer, parce qu'en fait Schrems 2 avait commencé comme un simple litige qui va porter en fait sur les clauses contractuelles type d'une entreprise. Euh, mais une fois qu'il a été porté devant la Cour de justice, ça s'est transformé en une sorte de d'affaire majeure, donc qui redéfinit en fait tout le cadre des transferts de données de transferts transatlantiques. Donc c'est quand même un point important. Euh, et on peut pas ne pas parler bien sûr de la réaction de Max Schrems, donc de None of Your Business, qui dit clairement que en fait le Data Protection Framework n'a apporté aucune amélioration substantielle par rapport aux autres accords qui ont été annulés. Pour lui, le nouvel accord reprend largement la même structure en fait que les versions annulées, ce qui soulève de fortes présomptions d'illégalité. Euh, et surtout que en fait, il revient un peu sur cette question aussi de la recevabilité, en disant que le tribunal n'a pas du tout considéré donc l'intérêt et direct que pourrait avoir la tombe, et à son avis que ça aurait dû s'arrêter là, en fait, sans trancher sur le fond. Et sur la question du fond, il trouve que l'approche de la tombe était trop étroite. En fait, si d'autres questions auraient été envisagées ou une analyse plus large du droit américain, pardon, aurait été envisagé, ça aurait pu conduire à un résultat peut-être différent. Euh, et il parle bien sûr en fait, du pouvoir du président américain qui peut révoquer à tout moment les membres de ces instances-là. Pareil, ça reprend un peu les arguments en fait de la tombe. Euh, et il parle également d'un écart marqué avec la jurisprudence de la CGE, en disant que le tribunal ici, en fait, dans cette affaire La Tombe, s'écarte de la ligne jurisprudentielle de la CGE, vu que les DPF, en fait, reprend ces mêmes garanties qui ont déjà été jugées insuffisantes dans les précédents accords, et donc serait en décalage avec la jurisprudence. Ouais. Et donc, Et voilà. ouais, merci Leïla. Jérôme, Ouais, oui, merci pour ces éléments. Et effectivement, tu pardon. as raison de le rappeler. On voit que les réactions, bah forcément, elles peuvent être, elles vont décevoir de cette décision du côté de Max Schrems parce que ça, sa position a toujours été très claire sur le point et il n'est pas exclu qu'il y ait effectivement d'autres éléments à l'avenir qui vont remettre en question donc cette décision de la commission. Il n'empêche qu'effectivement la voie d'appel aujourd'hui c'est peut-être celle qui sera le plus rapide. Hein. Donc il y a 2 mois je Oui, crois pour faire appel, hein, c'est ça dans devant 2 mois, ouais. de la Mm. décision. Donc on a jusque encore 3 3 novembre. novembre. Donc il y a encore un peu de temps. Bon, on peut à n'en pas douter, hein, probablement qu'il y aura quelque chose. En tout cas, c'est vrai que ça a d'une part permis de clarifier, d'apporter un premier élément sur cette décision. Tout le monde était un peu dans l'incertitude. On voit qu'on en parle beaucoup, que tout le monde ne sait pas trop comment se positionner, anticiper les choses. Est-ce que réassure un certain nombre d'organisations? On peut croire que oui, malgré tout, parce que derrière, ça permet quand même de rappeler qu'aujourd'hui, un juge, qui est quand même celui qui dit le droit dans notre système juridictionnel, eh bien, a considéré que on est, peut-être pas n'importe quel juge, hein, c'est le juge suprême, alors c'est le juge suprême de la première instance, mais c'est le juge suprême, a considéré que le cadre était légal et applicable. Et donc, qu'aujourd'hui, on peut en toute donc, conformité avec les règles de protection des données, le RGPD, eh bien, s'appuyer sur cette décision de la Commission européenne sans difficulté. Et ça, c'est quand même important de le rappeler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, le sujet
derrière et, on va dire, baqué, entre guillemets, hein. Le sujet là-dessus est moins urgent que on aurait pu le croire, parce que finalement, l'incertitude, elle est quand même de ce côté-là. Alors, on n'est jamais à l'abri, évidemment, hein, d'une nouvelle décision, Oui. un revers de la part de la Chambre, de la Grande Chambre, ou en tout cas de la Cour, donc dans son instance supérieure. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est donc une première réaction intéressante. Alors, maintenant, on voit le temps qui passe. Qu'est-ce qu'on doit en faire finalement de cette décision? Donc, nous, ce qu'on considère, hein, à la lecture de de cette décision, c'est que d'une part, bah, elle rassure, ça c'est sûr, et donc elle en fait un mécanisme valide. Il a toujours été valide, mais là, bon, pour le coup, bah, on peut considérer qu'on est plus serein de le valider. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un mécanisme valide, cette décision d'adéquation, il n'en demeure pas moins que le mécanisme est valide si donc l'importateur, la société vers laquelle on transfère des données, eh bien, est tout de même certifié dans le cadre de ce cadre de protection des données, le DPF. Ça veut dire que notre destinataire des données, l'importateur, donc qui est lui situé aux États-Unis, ou en tout cas soumis au droit américain, et qui va donc de ce fait être dans le cadre d'un transfert. Donc voilà. Et puis pour rappel, pour les transferts, hein, il faut que ce soit un autre organisme, un autre responsable de traitement ou un sous-traitant pour le coup, et qui soit destinataire, qui soit importateur des données. Eh bien, il faut effectivement s'assurer qu'il est bien certifié dans le cadre du DPF pour qu'on s'appuie sur cette décision d'adéquation. Donc ça, cette certification, il faut effectivement savoir pour chacun de ces transferts, déjà, est-ce qu'on a déjà des transferts vers des destinataires aux US? Pourquoi? Et puis effectivement, si ce mécanisme est utilisé, eh bien, est-ce qu'on s'est assuré que ce mécanisme est valide parce que la société figure dans la liste des organismes qui sont certifiés. Alors la liste elle est publique, peut-être on peut mettre le lien dans les commentaires. Leïla, je ne sais pas si tu peux le retrouver. Mais effectivement, vous avez une liste en ligne qui vous permet de vérifier et à chaque fois se poser la question, est-ce que tel responsable de traitement auquel je fais les transferts, eh bien, figure dedans. S'il n'est pas dedans, et il y en a, je crois que OpenAI, donc ChatGPT, et par exemple, n'est pas dans la liste. Alors peut-être qu'ils le sont, mais en tout cas, il y a quelques mois, ils n'étaient pas dans la liste. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur le DPF pour pouvoir le faire. Dans ce cas-là, quel autre mécanisme permettant eh bien, d'assurer le transfert des données vers les US peut-on utiliser? Eh bien là, on peut aussi tout simplement suivre le raisonnement que nous avait donné la Cour de justice en 2020 avec Schrems 2, eh bien utiliser tout simplement les garanties qui sont apportées par les clauses contractuelles type de la Commission ou des BCR, mais ça c'est plutôt pour les grandes entreprises qui ont mis en place ce mécanisme. Mais en tout cas, les clauses contractuelles type vont être plutôt proposées d'ailleurs par défaut par les prestataires américains, hein, on est très lucide là-dessus. Et ensuite, évaluer aussi bah, que les garanties US sont valides, hein, ce que demande donc de faire de la Cour dans l'évaluation d'un transfert à travers les SCC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette évaluation bah, du droit américain sur la faisabilité, enfin sur l'équivalence substantielle en termes de respect des droits fondamentaux, bah, en réalité, elle a déjà été faite, cette évaluation par la Commission, puisqu'elle a pris une décision d'adéquation pour pouvoir donc assurer par défaut, au regard de l'article 45 du RGPD, eh bien, le respect des transferts. Donc, cette évaluation, elle est bien faite. Et puis maintenant, il suffit que contractuellement, finalement, on va, eh bien, les mécanismes de la certification, les exigences de la certification dans le cadre du DPF, on va, eh bien, les exiger de manière contractuelle. C'est un peu ça on va faire là-dessus. Et ensuite, s'assurer qu'effectivement, bah, on est conforme sur tous les autres aspects et s'assurer de ces éléments-là auprès de ces éléments. Donc, chose très importante, évidemment, quels sont mes transferts? Est-ce que j'ai des transferts qui sont vers les États-Unis? Est-ce que mes transferts vers les États-Unis, j'ai le bon mécanisme qui me permet de savoir comment j'assure la conformité de ces transferts?
Est-ce que c'est le DPF? Est-ce que c'est les SCC? Et si jamais c'est le DPF, eh bien s'assurer que la société est bien dans la liste des organismes certifiés. Deuxième élément aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? N'oublions pas, donc c'est je vais passer à la slide d'après. Voilà. N'oublions pas que malgré tout, il y a tout un mouvement aussi qu'on n'oublie pas en Europe. Il y a aussi des recommandations qui ont été donc publiées par différentes autorités nationales de protection des données par rapport à l'utilisation de prestataires américains, même si la décision d'adéquation a été validée par le tribunal, eh bien, il y a des recommandations de prudence. Alors, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez effectivement une instabilité politique, vous avez en tout cas une stabilité politique aux US, mais disons que est-ce que ça va dans le bon sens pour la protection des données? Ça, on peut peut-être se permettre d'en douter. Mais en tout cas, vous avez surtout donc peut-être quelques garde-fous à mettre en place. On a vu que finalement, le tribunal renvoie la balle, entre guillemets, à la commission. Et que la commission, elle dit qu'elle va monitorer de près, et elle a communiqué là-dessus, donc l'évolution du droit américain et donc de la politique US sur le sujet pour éventuellement remettre en question sa décision, l'amender, la suspendre. Ça, c'est la balle de son côté. Donc il y a forcément un aspect un peu plus politique, entre guillemets, derrière la position de la commission au regard effectivement des échanges transatlantiques. Donc, quelques recommandations de prudence publiées par certaines autorités, pas en France, mais en tout cas, la France a pris acte aussi, la CNIL, de la décision. Mais voilà, évaluer toujours la nécessité du recours à des prestataires américains, évidemment, quand bien même il y a un transfert vers d'autres États du monde, on est évidemment toujours mieux quand on est dans le même cadre juridique de protection des données. Là-dessus, vous avez également préféré des solutions européennes parce que effectivement, on a le même cadre juridique, surtout quand on a des données sensibles. Pensons toujours à cette approche par les risques du RGPD. Est-ce que donc le fait de transférer des données dans un État avec un droit qui n'est pas maîtrisé par l'Union européenne, eh bien, on va pouvoir avoir un risque évidemment plus important, maintenir une gouvernance évidemment importante sur ces transferts, on l'a vu, ça passe par de la cartographie, ça passe par aussi de la prise de décision sur l'utilisation de tel ou tel outil et de justification et peut-être de mise en place de garde-fous à travers notamment soit une revue peut-être plus approfondie contractuelle quand on peut le faire, etc. Mais en tout cas, c'est des décisions de gouvernance qui sont aussi des décisions de politique interne, je dirais, au sein des organisations. Et puis voilà, toujours s'assurer de la proportionnalité de notre transfert. Hein. Est-ce qu'on en a besoin? Qu'est-ce qu'on transfère comme données? Voilà, dans la mesure où on peut aussi le savoir, on n'est pas dupe, hein, on sait bien que parfois, c'est pas forcément évident d'avoir une cartographie exhaustive de tout ce qui se passe, mais c'est aussi un travail important d'aller de plus en plus vers ce sujet, de savoir exactement ce qu'on fait, et donc de meilleure maîtrise des données personnelles pour pouvoir en assurer bien la conformité et le respect donc, des droits fondamentaux donc prévus par notre droit européen. Voilà quelques éléments qu'on pouvait vous apporter au regard de cette décision. Alors, vous avez donc dans les commentaires la liste des entités qui sont certifiées au DPF. Vous avez la décision du tribunal que nous avons mis. Vous avez également les éléments qui permettent de justifier donc les lignes directrices, donc les travaux qui ont été faits pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on évalue le système juridictionnel d'un État pour savoir s'il est substantiellement adéquat ou non avec le RGPD, avec le droit européen. Et puis, je vais vous ajouter également, pour ceux que ça intéresse, et c'est toujours intéressant aussi d'avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir aussi se positionner. Quand on est juriste, on aime bien toujours avoir les sources. Et donc ça, c'est vraiment essentiel. Vous avez ici la décision d'exécution, donc la décision de la commission, qui est celle qui est remise en question.
tout simplement par le tribunal, enfin en tout cas par Philippe Latombe, eh bien cette décision, elle est aussi intéressante à lire parce que elle va tout simplement aussi expliquer la position de la commission et puis derrière finalement les tenants, les aboutissants qu'on a vus aujourd'hui. Voilà, je vous propose peut-être une petite session de questions-réponses. Donc vous avez soit la conversation dans le chat, soit effectivement une section Q&R donc dans votre environnement. N'hésitez pas. Et puis on se fera peut-être un plaisir de pouvoir y répondre dans la mesure évidemment du possible, en fonction de nos connaissances. Alors, le lien vers les recommandations des pays nordiques, effectivement, voilà, là, il y en a quelques-unes, notamment l'autorité norvégienne, pour information, est très, je dirais, très active sur le sujet, transfrontalier entre les US et l'Union européenne. Donc, elle a beaucoup publié d'éléments. Il y a des représentants qui communiquent aussi beaucoup dans les conférences sur ce sujet. Donc, voilà, c'est pas étonnant aussi qu'on ait aussi de la part de ces autorités et bien des messages qu'elles vont porter plus que d'autres. Là-dessus, voilà, on peut vous renvoyer à ces documentations. Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas Merci. à nous contacter et si vous voulez en savoir plus sur Dastra, bah, bien évidemment, allez sur dastra.eu. On se fera un plaisir de continuer les conversations et bah, de venir nous voir aussi dans les différents événements. C'est toujours un grand plaisir et bah, j'espère que ça vous aura été utile dans le cadre de votre documentation, de votre connaissance générale sur la protection des données. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Leïla. Bonne journée.